Bonsoir, lundi 8 mars, bienvenue pour cette nouvelle semaine d'information locale sur TV78. Voici les titres de ce journal. C'est la journée internationale des droits des femmes, un moment pour se souvenir des combats féministes et pour faire un bilan sur la situation des femmes. Et l'occasion aussi pour nous de parler de cette thématique d'hier à aujourd'hui. Invitée de cette édition, Catherine Lecomte, professeure en histoire du droit à l'UVSQ, et Sophie Barre du collectif Nous Toutes 78. La venue de Marlène Schiappa dans les Yvelines, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, était à Rambouillet. Elle a annoncé les résultats de l'audit sur l'accueil en commissariat et brigade de gendarmerie des victimes de violences conjugales. Et les résultats sont plutôt intéressants. Enfin, les Yvelines, une nouvelle fois, rampe de lancement du Paris-Nice. L'édition 2021 s'est ouverte hier avec une étape au départ et à l'arrivée de Saint-Cyr-l'École. Ce matin, les coureurs se sont élancés d'Oinville-sur-Montcian avant de quitter le département. Mais avant de développer ces titres, ce nouvel élément dans l'affaire sur l'assassinat de Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie décapité le 16 octobre dernier, non loin du collège où il enseignait, le Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. La collégienne de 13 ans qui a accusé l'enseignant d'islamophobie a avoué avoir menti. Elle a reconnu lors de sa garde à vue ne pas avoir assisté au cours sur la liberté d'expression, celui où Samuel Paty avait montré des caricatures du prophète Mahomet à ses élèves. Dans sa version, l'adolescente affirmait que le professeur avait demandé aux élèves musulmans de quitter la salle avant de montrer les caricatures. C'est de cette version amplifiée par le père de la jeune fille sur Internet et qui s'est mué en polémique qui est parti l'engrenage qui a abouti à l'assassinat du professeur. La collégienne était déjà mise en examen dans cette affaire pour dénonciation calomnieuse. Ce 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. C'est la date choisie par la commune de Benne et par la préfecture des Yvelines pour signer une convention. L'objectif, lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Les précisions d'Éléonore Sinoquet. C'est une première dans le département et la date du lundi 8 mars, journée internationale des droits des femmes, n'a pas été choisie au hasard. La ville de Benne et la préfecture des Yvelines ont signé ce matin un contrat de mobilisation et de coordination locale contre les violences sexistes et sexuelles. C'est vraiment une action importante sur le territoire de la commune et c'était normal qu'en cette journée du 8 mars, l'État souligne par la signature de cette convention la qualité de cet engagement. Elle a souhaité faire de cette lutte résolue contre les violences faites aux femmes un marqueur de son action municipale. Objectif de cette convention, assurer la mobilisation des services municipaux, des associations et des services de l'État sur le territoire de Benne pour garantir une protection efficace contre les violences sexistes et sexuelles. Ce qui est important pour nous, c'est la suite de tout un engagement qui dure depuis plusieurs années déjà. Le but est d'apporter et de dire, voilà, une commune s'engage, essayez toutes les communes, et je porterai ce discours ailleurs, de s'engager justement. Et plus on amplifiera le mouvement, plus on aura de résultats. Et c'est le but que je me suis assigné en tant que particulier avant, mais aussi maintenant en tant que maire. Cette convention, tout comme les bons taxis qui transportent les victimes en milieu rural, doivent contribuer à la diminution des faits de violence sexistes et sexuelles, ou comme le maire de Benne l'espère, les faire disparaître. Journée internationale des droits des femmes, donc en ce 8 mars, c'est depuis 1975 que l'Organisation des Nations Unies commémore cette date, un événement pour faire le bilan sur la situation des femmes et se souvenir aussi des combats féministes au XXe siècle. On a souhaité justement parler de ces combats d'hier à aujourd'hui avec mes deux invités. Tout d'abord, Catherine Lecomte, bonsoir. Vous êtes professeur en histoire du droit, doyen honoraire de la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université Versailles-Saint-Quentin, et également en visioconférence. Sophie Barre, bonsoir. Bonsoir. Membre du collectif Nous Toutes 78, vous en êtes à l'origine de ce collectif dans les Yvelines et on va justement parler avec vous des luttes actuelles. Mais d'abord, place à l'histoire. Catherine Lecomte, on connaît bien sûr les grandes dates au XXe siècle de l'histoire des droits des femmes. Le 21 avril 1944 avec le droit de vote accordé aux femmes. Le 13 juillet 1965 avec l'autorisation pour les femmes à ouvrir leur compte en banque à leur nom et aussi à travailler sans le consentement de leur mari. Une dernière date que l'on peut citer, le 17 janvier 1975 avec la loi Veil légalisant l'interruption volontaire de grossesse pour les femmes. Il y a bien sûr d'autres dates. Avec vous, on va remonter un peu plus loin. Remontons déjà à l'époque médiévale. Pas de notion de droit des femmes à l'époque, mais le rôle des femmes, même dans l'ombre, est déjà important et reconnu. Alors, pas de notion de droit des femmes, oui et non. Il ne faudrait pas oublier les travaux. Il ne faudrait pas oublier les travaux qui ont été consacrés depuis une quarantaine d'années
aux droits des femmes. Enfin, le terme droit est un peu fort, mais c'est celui que nous utilisons aujourd'hui. Lorsque des chercheurs se sont interrogés à la place de la femme dans la société romaine, donc Empire romain, et à la place de la femme dans les tout premiers temps de notre haut Moyen-Âge médiéval. Et ce sont des travaux qui sont intéressants parce qu'ils posent les jalons, je dis bien les jalons, des querelles ou au contraire de la symbiose entre les coutumes locales et le droit romain qui, je n'apprends ça à personne, pénètre dans notre société française. Enfin, on ne la qualifiait pas de française, mais et il y a indiscutablement un travail qui a été fait depuis de longues années pour essayer de montrer que l'accession des femmes ou l'insertion des femmes dans un système juridique vient un peu de ce rapprochement entre les coutumes locales, qu'elles soient du sud du Massif central ou qu'elles soient de l'Anjou, contribuent à forger ce que nous appellerions aujourd'hui, mais c'est bien prétentieux, un statut des femmes. D'accord. Étant entendu qu'à l'époque médiévale, la femme est avant tout paysanne, avec tout ce que ça comporte comme superlatif et de péjoratif. Elle est souvent sorcière. On trouve toujours dans la littérature les chansons de gestes des sorcières. Elle s'occupe des enfants et elle a un rôle économique non négligeable. Si on regarde, on pousse un peu dans le Moyen-Âge, et si on arrive au tableau de Bruegel, nous avons toujours des femmes. Donc déjà, une présence en tout cas au Moyen-Âge sur la question de droit, même si on ne parle pas de droit des femmes à l'époque. Vous m'avez dit également en off que si on regarde l'époque révolutionnaire, on a aussi des choses à apprendre de ce point de vue sur cette question. Oui, alors on a des choses à apprendre. J'en prendrai pour exemple un livre qui a été publié il y a de ça 5 ou 6 ans, qui s'appelle « Les Amazones de la Révolution ». Qui ne connaît pas Olympe de Gouges ? Bon, à l'époque révolutionnaire, il y a eu des travaux qui ont été faits, dont les titres, excusez-moi, je regarde mes feuilles parce que je ne veux pas dire de bêtises, dont les titres sont très intéressants et apparaissent comme des titres dignes du XXIe siècle, ou presque avant la réunion des États généraux, et donc la proclamation des droits de l'homme et du citoyen. On s'intéressait aux très humbles remontrances des femmes françaises et, un peu plus tard, en 1790, un discours sur l'injustice des lois en faveur des hommes aux dépens des femmes. Donc également, ça veut dire qu'il y avait quand même, en germe, une volonté de dire les femmes sont là. Alors, petit bond dans le temps, parce que l'entretien court, et il faut aussi avancer pour arriver au XXe siècle avec finalement les 2 guerres mondiales qui vont changer les choses. La première où les femmes ont dû travailler pour remplacer les hommes partis au front. Dans les Yvelines, il y a l'exemple d'une femme, la duchesse d'Uzès, Anne de Rochechouart de Mortemart, qui est retenue dans l'histoire notamment pour être la première femme à obtenir son permis de conduire automobile. Mais aussi pendant la Première Guerre mondiale, elle va offrir son château de Bonnel pour organiser à ses frais l'annexe de l'hôpital de Rambouillet, l'hôpital de chirurgie. Absolument. Alors, vous parlez de la duchesse d'Uzès, ce qui m'amène à dire que la duchesse d'Uzès, en 1898, et c'est d'autant plus amusant que si on voit des photos de la duchesse d'Uzès, on ne l'imagine pas, la duchesse d'Uzès avait passé un permis de conduire, et la duchesse d'Uzès avait fondé l'Union française pour le suffrage des femmes et l'émancipation des femmes. Donc elle était mobilisée et impliquée. Elle était tout à fait mobilisée. Mais elle s'inscrivait tout à fait dans un courant qui était entretenu par les radicaux avant la guerre de 14, au moment où ils sont au pouvoir, donc fin 19e. Et les radicaux avaient multiplié les publications sur l'éducation féministe des filles, la femme dans les emplois publics. C'était indiscutablement un sujet qui, pour eux, était extrêmement important. Et ils prenaient comme modèle, ça nous fait rire aujourd'hui, ils prenaient comme modèle l'admission des femmes dans les postes. Et il y a des tonnes de publications sur le statut des employés des postes. Et on pourrait aussi, dans la même lignée, alors je fais un grand saut dans le temps, reprendre les travaux de Laura Adler, d'Edmond Charleroux, d'Elisabeth Badinter, qui, lorsqu'elle parle de l'enfance et du travail depuis le Moyen-Âge,
d'Émilie et de l'ambition d'Émilie s'appuie sur ces travaux qui ont été faits au XIXe siècle. Donc il y a quelque chose de très important. Il y a une espèce de socle là qu'on n'exploite sans doute pas assez. Si on ne veut pas faire un travail scientifique sur la question, on a tendance à le gommer. Et dernière chose, on pourrait en parler des heures, bien sûr, de cette histoire. Il y a un autre exemple pendant la Seconde Guerre mondiale avec les femmes qui ont aussi joué un rôle dans la résistance, avec notamment Elsa Triolet, figure qu'on connaît bien sûr dans les Yvelines et au niveau national, l'auteur qui a été la première femme à recevoir le prix Goncourt en France, dont la demeure était à Saint-Arnaud-en-Yvelines, qui a également œuvré dans la résistance par ses actes, par ses écrits également. Alors, la duchesse d'Uzès, je reviens à la duchesse d'Uzès, comme Elsa Triolet ou comme bien d'autres, on pourrait citer Geneviève Antonios de Gaulle, c'était la Seine-et-Oise, maintenant ce sont les Yvelines. On pourrait citer quelqu'un qui est très célèbre dans le département, c'est Madame Fleury, la présidente des déportés. Nous étions en Seine-et-Oise, et indiscutablement, ces femmes ont eu la volonté de témoigner de ce qu'elles ont pu faire en faveur de la résistance, et après, de cultiver cette mémoire. Alors, on peut dire c'est de la vieillerie, mais ce n'est pas de la vieillerie. Parce que si elles ne cultivaient pas cette mémoire, il est possible que les lycéens aujourd'hui ne comprendraient pas que ces femmes ont véritablement été, je reprends le terme que j'ai utilisé tout à l'heure, des femmes minuscules et sont devenues des flammes d'influence par le travail qu'elles ont mis en œuvre. Si on s'écarte un peu des Yvelines, et ça peut être amusant, tandis qu'on ouvrait des hôpitaux militaires dans les Yvelines grâce aux femmes, n'oublions pas l'abbaye de Royaumont et les femmes religieuses, médecins, anglaises et françaises, qui ont donné à cet hôpital militaire qui n'était pas loin du front une extension extraordinaire. Voilà N'oublions pas non plus, excusez-moi, sur le... Très rapidement. Oui, très rapidement. N'oublions pas non plus ces femmes qui, dans les années 1930, 1950, ont apporté, alors on s'écarte de la guerre, mais ont apporté leur délicatesse, alors là, on va dire que j'exagère un peu, leur délicatesse dans le domaine de l'art. N'oublions pas les premières femmes qui ont fréquenté le Bauhaus. N'oublions pas une Marcelle Tassancourt à Versailles, femme de Thierry Molnier. N'oublions pas toutes celles qui ont rayonné, Louise de Villemorin auprès de Malraux, un peu plus tard, et qui ont petit à petit fait progresser la cause des femmes. On pourrait en parler pendant des heures. Je m'arrête. Je suis désolé, mais en tout cas, voilà pour le côté historique, avec, on l'a compris, ce rôle prépondérant des femmes qui ont amené aussi à remporter certains combats, mais il en reste encore de nombreux aujourd'hui. Sophie Barre, vous êtes co-animatrice de Nous Toutes 78. Justement, quels sont les combats actuels menés notamment par votre collectif ? Bonsoir. C'est vraiment intéressant de parler de ce que les femmes, tout ce que les femmes ont fait dans l'histoire et qui est invisibilisé aujourd'hui. Et moi, je le sais bien parce que je suis professeure de lycée, même si là j'ai repris mes études. Mais effectivement, on parle très très peu des femmes dans les programmes scolaires et c'est bien malheureux. Mais les femmes se sont battues pour la France et puis elles se sont battues aussi pour leurs droits et c'est terrible de voir qu'au XXIe siècle les inégalités sont encore extrêmement fortes et extrêmement flagrantes malgré ce que beaucoup de gens pensent. Donc pour répondre à votre question, à nous toutes, nous militons sur la question des violences sexistes et sexuelles. Et en France, il y a un niveau très élevé de violence envers les femmes et les enfants. Pour vous donner quelques chiffres, par exemple, en France, aujourd'hui, il y a un viol ou une tentative de viol toutes les 6 minutes. Ça fait 94 000 chaque année. Et il faut savoir qu'une immense majorité des victimes ne portent pas plainte et que la majorité des plaintes sont classées sans suite. Voilà quelques chiffres pour illustrer
ce niveau de violence. Dans cette actualité, justement, nous toutes distribuons notamment des violentomètres. Et alors, l'idée avait été expérimentée par la mairie de Noisy-le-Sec dans le 93, celle d'imprimer ces violentomètres directement sur les sachets des baguettes de pain. Vous voudriez le voir imprimé partout en France. Vous avez lancé au niveau national une cagnotte Litchi. Est-ce qu'il sera possible prochainement de voir ces violentomètres justement sur les sachets de ces baguettes de pain? Est-ce que c'est un projet qui va arriver à son terme? Oui, absolument. On est en train de l'organiser. Donc, les Yvelinoises et les Yvelinois vont les voir arriver. Alors, évidemment, pas dans toutes les boulangeries, mais on a environ 80 militantes et militants dans les Yvelines, ou peut-être un peu plus. Et donc, ils sont en train d'aller contacter les boulangeries dans leur ville pour leur proposer de participer à l'opération. Il y a déjà un grand nombre de boulangeries qui nous ont donné leur accord. Il va y avoir 600 000 sachets qui vont être imprimés sur l'ensemble de la France, qui vont être répartis sur tous les départements. Et d'ici la semaine prochaine, on va commencer à les apporter gratuitement dans les boulangeries. C'est des sachets qui ont été imprimés pour respecter les normes des boulangeries. Donc, en effet, ces sachets vont arriver très bientôt dans les boulangeries. Je précise également que cet outil, le violentomètre, c'est un outil qu'on a aussi distribué dans les rues en février 2020 lors d'une opération sur plusieurs villes des Yvelines. Vous voyez, vous êtes en train de... Notamment à Versailles où on y était. Merci beaucoup de diffuser ces images en même temps. Donc moi j'étais à Saint-Germain-en-Laye, il y avait Versailles, il y avait Rambouillet, il y avait Poissy, il y avait Houille, il y avait différentes villes, Mantes également. Et on va recommencer au printemps parce qu'il nous en reste beaucoup. Et c'est un outil qui est vraiment très intéressant parce qu'il montre sur une règle graduée 24 étapes d'une relation saine jusqu'à une relation de violence à travers un continuum qui est représenté par des couleurs du vert jusqu'au rouge. Parce que la violence, ça n'est pas violent ou pas violent, c'est un continuum qui passe par des violences psychologiques, de l'emprise, de la dévalorisation, des humiliations, etc. Et c'est un outil qui est également distribué dans les lycées parce que à l'origine, il a été développé pour sensibiliser les lycéennes et les lycéens à la violence dans les relations sentimentales entre les jeunes. Et je voulais parler aussi de l'égalité salariale. Malheureusement, on va pas avoir le temps parce qu'on arrive à la fin de cet entretien. On a parlé énormément de l'histoire et aussi du combat de nous toutes. Juste vous rappeler, préciser aux téléspectateurs que pour cette journée internationale des droits des femmes, l'ONU a choisi cette année comme thématique leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Les femmes ont été également en première ligne de cette épidémie, que ce soit les professionnels de santé, d'autres professions également. Et pourtant, elles sont payées 11% de moins que leur homologue masculin à l'échelle mondiale. Et d'ailleurs, et ce sera tout pour cette thématique, vous précisez également que les députés de la majorité La République En Marche ont déposé ce 8 mars une proposition de loi pour accélérer l'égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes. Parmi les points à retenir, l'obligation notamment de verser le salaire ou les prestations sociales sur un compte bancaire dont le salarié est détenteur ou codétenteur, ou également l'accès à des dispositifs de formation et aussi à des réservations de places en crèche pour les femmes à la tête de familles monoparentales. Voilà, on va clôturer ce chapitre. Je suis désolé, on arrive déjà à la fin de cet entretien. Merci en tout cas à nos deux invités d'avoir été avec nous. Catherine Lecomte en plateau, professeure en histoire du droit, doyen honoraire de la faculté de droit et de sciences politiques de l'UVSQ. Et merci également à vous, Sophie Barre, du collectif Nous Toutes 78. Merci beaucoup. Et on va continuer de parler de violences conjugales. Je vous propose à présent ce sujet, je vais vous en parler dans les titres. Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, était à Rambouillet vendredi 5 mars. Elle est venue annoncer le résultat de l'audit sur l'accueil en commissariat et brigade de gendarmerie des victimes de violences conjugales. Et c'était dans le cadre, dans la suite du Grenelle des violences faites aux femmes. Astrid Bergère pour le sujet. Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, a dévoilé les résultats de l'audit sur l'accueil en commissariat et brigade de gendarmerie des victimes de violences à Rambouillet vendredi 5 mars. Les résultats sont encourageants. Ce que nous dit cet audit, c'est que 90% des victimes sont globalement satisfaites de l'accueil.
90% des victimes globalement satisfaites de l'accueil. C'est un chiffre encourageant, important, mais qui ne doit pas nous conduire à invisibiliser les 10% des cas pour lesquels ça se passe mal et pour lesquels cela peut conduire à des drames et à la mort de ces femmes. Parmi les autres résultats, 75% des victimes trouvent les délais d'attente satisfaisants et 80% d'entre elles ont jugé la confidentialité des locaux également satisfaisante. Par ailleurs, en zone gendarmerie, seuls 43% ont été en contact avec une intervenante sociale au sein des locaux de la gendarmerie. Ce n'est pas suffisant, c'est moins d'une victime sur 2. Lorsqu'on connaît l'apport et l'importance du rôle des intervenants sociaux en commissariat et en brigade de gendarmerie, leur travail il est maintenant unanimement salué, il est mieux connu. C'est la raison pour laquelle nous en renforçons massivement les recrutements. La ministre était à Rambouillet à l'invitation d'Aurore Berger, députée de la 10e circonscription des Yvelines. Le commissariat de police de la ville n'a pas été choisi au hasard, les agents ayant pris plusieurs initiatives pour accueillir au mieux les victimes. L'engagement et la bonne volonté des policiers et des gendarmes, elles sont fondamentales. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des engagements personnels pour créer, pour innover, on peut avancer. C'est le cas par exemple ici avec le QR code qui a été créé d'initiative. Marlène Schiappa a annoncé que cet audit sur l'accueil en commissariat et brigade de gendarmerie des victimes de violences serait reconduit chaque année. C'était une promesse de Jean Castex, accélérer la vaccination dans les départements en surveillance renforcée. Les Yvelines en font partie. Les centres de vaccination étaient donc ouverts samedi et dimanche dans le département. 5500 doses ont été administrées au cours des 48 dernières heures. Et d'ailleurs, à partir de cette semaine, 4 nouveaux centres de vaccination ouvrent dans les Yvelines. Au menu, la Crépierre à Sartrouville et à Saint-Cyr-l'École. Ils viennent s'ajouter aux 9 centres existants et déjà ouverts sur le territoire, portant le nombre total à 13 dans les Yvelines. Nous ferons le point sur la vaccination dans notre édition de demain mardi avec l'Agence régionale de santé. Une accélération de la campagne de vaccination dans un contexte épidémique toujours tendu dans les Yvelines avec ces derniers chiffres sur une semaine dans le département. Le taux de positivité au test reste stable mais élevé, tout comme le taux d'incidence qui a tout de même baissé depuis le 28 février. Il est désormais à 270. Le taux d'incidence, pour rappel, c'est le nombre de nouveaux contaminés pour 100 000 habitants. À l'hôpital, le taux d'occupation des lits en réanimation augmente largement. Il est de 83,7% en Ile-de-France. Dans les Yvelines, 16 personnes supplémentaires ont été placées en réanimation entre le 28 février et le 7 mars. 1413 personnes sont décédées du Covid-19 dans les hôpitaux yvelinois depuis le début de la crise sanitaire. Par ailleurs, on apprend aujourd'hui que les établissements de santé franciliens vont devoir déprogrammer 40% de leurs activités médicales et chirurgicales pour libérer justement des places en réanimation. Dans l'actualité également, la disparition d'Olivier Dassault. Le député de l'Oise est décédé hier soir dimanche dans le crash de son hélicoptère. Le fils de Serge Dassault avait fondé en 2002 avec Hervé Novelli et Jean-Michel Fourgousse, président de 50 ans en Yvelines, et Génération Entreprise. C'est une association regroupant 170 parlementaires. De nombreux représentants politiques lui ont rendu hommage. C'est le cas notamment de Nicolas Dainville, le maire de La Verrière et le secrétaire général de l'association. Il a été nommé par Olivier Dassault. Propos recueillis par Éléonore Sinoquier et Mélanie Poquet. Olivier Dassault, c'était un homme qui avait de multiples talents. Il avait un talent littéraire, il avait un talent politique, il avait un talent humain qui était il était très très proche des gens, il avait un talent artistique, il prenait des photos assez extraordinaires, il composait lui-même ses musiques. Et donc, à travers tous ses talents, il était aussi mis au service de ses convictions, et notamment pour défendre l'entreprise et les entrepreneurs français. Et puis du sport pour refermer ce journal avec ce rendez-vous annuel Paris-Nice, bien sûr, qui est à nouveau parti des Yvelines ce dimanche. Saint-Cyr-l'École était le théâtre de la première étape de la course au soleil dimanche. 161 coureurs ont pris le départ et puis ce matin, c'était au tour de la petite commune d'Oinville-sur-Montcian de voir le peloton s'élancer. Mélanie Poquet et Mickaël Elmidoro étaient sur place. Nous sommes à Oinville-sur-Montcian dans le nord des Yvelines. C'est la 79e édition du Paris-Nice. Le département accueille cette course au soleil depuis 12 ans. Hier, c'était la commune de Saint-Cyr-l'École qui a ouvert le bal dans les Yvelines. Mélanie Poquet était sur place.
Le soleil était au rendez-vous ce dimanche 7 mars, les spectateurs un peu moins nombreux qu'en temps normal. Avec la crise de la Covid-19, les amoureux du vélo ont dû accepter leur frustration. Paris-Nice, c'est toujours un moment dans le début de saison où on peut voir les nouvelles équipes, voir ce qui s'y passe. Mais c'est vrai qu'avec le Covid, c'est un peu plus restreint. Je suis partie voir vite fait les présentations, mais là, du coup, on attend le début de la course. On nous a dit de venir par là, donc voilà. Après, les circonstances font que c'est compliqué, quoi. On est très loin des coureurs. Cette course à huis clos à l'ambiance particulière s'est lancée à 2 pas du lycée militaire de Saint-Cyr-l'École. C'est une vraie opportunité pour la ville de faire connaître ses bâtiments historiques, l'école militaire, l'IAT, l'aérodrome, mais aussi de montrer à quel point cette ville elle est agréable à vivre. 2 boucles dans les Yvelines et l'Essonne où les spectateurs étaient au bord des routes ou à leur balcon, des images loin d'être inédites pour le département. C'est diffusé dans plusieurs pays du monde par plusieurs chaînes. Une découverte extraordinaire des Yvelines et c'est ça qui justifie ce partenariat qui dure et qui durera. On est ravis de partir de Saint-Cyr-l'École et à nouveau des Yvelines, comme nous le faisons pour Paris-Nice chaque année depuis 2010. Et puis de se projeter pour une semaine de course magnifique avec un très beau plateau. Après 166 km, l'Irlandais Sam Bennett s'impose devant le champion de France Arnaud Desmar sur cette première étape yvelinoise. Après Saint-Cyr-l'École, c'est au tour de Wainville-sur-Mention d'accueillir l'épreuve ce lundi 8 mars. Cette petite commune du nord des Yvelines de 1100 habitants organise pour la première fois de son histoire le départ de la course au soleil. On a besoin d'être accueillis dans des villes et elles le font très bien. Il y a le gratin mondial qui est là, c'est le charme du vélo de pouvoir faire ça. On ne pourra pas emmener le PSG jouer à Wainville-sur-Mention, ni l'équipe de France de football, mais on peut emmener les meilleurs coureurs cyclistes du monde. Alors on sait que vous êtes un passionné de cyclisme, ça vous fait quoi de voir ces coureurs du Paris-Nice, ces camions ici dans votre ville ? Je les avais vus déjà dans pas mal de villes, comme je suis pas mal le Tour de France, mais les voir dans ma commune, c'est une fierté personnelle, une fierté collective pour notre commune, pour la mettre en valeur, pour la valoriser, et j'en garderai un grand souvenir en tant qu'élu. C'est la fin de ce Paris-Nice dans les Yvelines. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition. Le département a une convention avec ASO jusqu'en 2025. Et c'est la fin de ce journal. Belle soirée avec TV78.